Il est 8h47, les grands débats du matin. Ce matin, Lydia Guérousse, Elisabeth Lévy, vos appels 0826 300 300. On va revenir sur les activistes d'Extinction Rebellion qui ont attaqué un train ce week-end en Bretagne. Oui. On va revenir aussi sur la mort d'Ivan Colonna et la responsabilité de l'État. Vous pouvez continuer de répondre à notre question du jour et vous pointez effectivement la responsabilité de l'État. Vous nous appelez 0826 300 300. Oui. On parlera de la campagne aussi présidentielle. Oui, de la campagne présidentielle. Et puis, il y a un sujet qui fait encore toujours beaucoup réagir, c'est l'affaire McKinsey. Elle n'en finit pas de faire réagir sur les réseaux sociaux. Le cabinet qui a largement conseillé le gouvernement pendant le quinquennat, qui également travaillait déjà auparavant avec d'autres, et qui n'a pas payé ses impôts en France depuis 10 ans. Alors, Bruno Le Maire a dit qu'il serait intraitable, que McKinsey devra payer ses impôts. Il est temps quand même. Et là, ça vous fait réagir. Qui est avec nous c'est Emmanuel qui nous appelle de l'Essonne au 0826 300 300. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour à la France et bonjour à vous en particulier. Merci pour donner une vraie voix au peuple et je vous en remercie. Donc pour l'affaire McKinsey, c'est heureux que Monsieur le Maire puisse se dire oui, on va récupérer les impôts, mais les impôts qui sont notre argent et qu'ils auraient déjà dû avoir payé depuis longtemps. Cette affaire McKinsey, moi, me touche parce que dans le sens où j'ai déjà travaillé dans un grand groupe où il y avait en effet McKinsey déjà avec ce cabinet qui, lorsque une filiale n'allait pas bien, donc on faisait intervenir McKinsey, mais quelle était leur expertise? À part un cabinet, ils n'avaient aucune expertise terrain. Et pour cette affaire McKinsey, ce qui est encore plus troublant, c'est qu'au mois de janvier, on a eu, souvenez-vous, une certaine personne qui travaillait notamment au ministère de la Santé ou à la Sécurité sociale, qui est la fille de Monsieur Cazeneuve. Voilà. Et tous ces gens-là, c'est un microcosme qui c'est de l'entre-soi, comme dirait Elisabeth, et finalement qui font que tout cela, ça leur passe au-dessus de la tête. Ils ne sont pas redevables comme Monsieur Tout le Monde. Si moi j'oublie de payer mes impôts, on viendra nous chercher notre argent. Par contre, eux, voilà. C'est assez incroyable. Ils ont fait de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas contourné la loi, en fait, puisque c'est pas illégal. Ils ont fait de l'optimisation fiscale et ils sont bien placés parce qu'ils donnent des conseils. Bien sûr. Ils sont proches des gens qui mettent en place ce genre de mesures. Donc forcément, ils conseillent en même temps, ils prennent l'avantage. Donc c'est particulièrement choquant. Et en plus, quand on entend Monsieur Macron, et là je terminerai là également, quand on entend Monsieur Macron qui veut obliger certaines personnes qui sont au RSA à avoir un emploi à côté ou à avoir une formation et qui les oblige donc à se déplacer, alors qu'on voit aujourd'hui avec le coût du gaz, de l'électricité, des carburants pour se déplacer, mais a-t-on conscience de ce qu'on demande en plus aux pauvres gens? C'est-à-dire qu'on leur demande de se déplacer alors que le coût de la vie est extrêmement onéreux. Ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas forcément tous les avantages qu'on a lorsqu'on est le SP+, en ville. Non, mais c'est vrai. Et donc là, vous voyez, donc ça c'est particulièrement choquant en plus d'entendre cela. Et il dit oui, on va leur faire payer, mais à ce moment-là, soit ils ont fait quelque chose d'illégal comme vous avez dit, ou soit ils l'ont pas fait. S'ils l'ont pas fait, pourquoi on leur dit alors qu'on va payer? Je comprends pas bien. Restez avec nous. La question. Oui, restez avec nous parce que vous avez suscité des réactions déjà au 0826 300 300 et puis sur les réseaux sociaux, mon cher Emmanuel, et avec Elisabeth Lévy et Lydia Guérousse. Elisabeth, oui. Alors bonjour Emmanuel, d'abord sur McKinsey, il me semble que le premier scandale, vous avez raison, il y a le scandale fiscal, mais le premier scandale, si vous voulez, c'est que des cabinets américains, et ça n'est pas né avec Emmanuel Macron, mais ça a été quand même multiplié par 3, le budget de ces cabinets, conseillent un gouvernement qui a déjà une administration pléthorique. Mais il me semble que dans le privé, on a aussi tendance à recourir, si vous voulez, à des consultants pour doublonner. Je ne sais pas d'où vient cette espèce de culture du consultant. Un ami me dit, qui a été consultant me disait un consultant c'est quelqu'un à qui tu demandes l'heure et qui t'emprunte ta montre pour te la donner. Si vous voulez. Donc et c'est vrai qu'il y a une espèce de culture comme ça où on fait pas confiance soit à notre administration soit au service. Ça c'est la première chose. Il y a quand même dans l'affaire McKinsey, ils ont conseillé la stratégie vaccinale de la France. Alors, si vous voulez, il y a eu quand même beaucoup de débats autour de cette affaire. On découvre finalement que c'était un vaccin moins efficace que ce que l'on croyait, et c'est un cabinet américain qui a, en quelque sorte, instillé la religion du vaccin pour nous faire acheter un vaccin américain. Ça commence à faire beaucoup. Et quand M. Macron nous parle de souveraineté,
si vous voulez, je suis quand même assez frappé parce que j'ai appris hier sur Sud Radio d'ailleurs, c'est le seul média à en avoir parlé, que en plus ils avaient conseillé l'armée pour savoir où on allait dégraisser. Ah bah celle-là c'est le pompon, je trouve. Donc je suis quand même, il y a l'affaire fiscale, vous avez raison, mais je suis quand même d'ailleurs, notons que McKinsey vient du Delaware, qui est l'état de Joe Biden, qui est une sorte de paradis fiscal américain. Mais je trouve que le premier scandale, c'est leur présence. Et j'ajoute juste sur le RSA, pardon. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il s'agit pas de faire payer, si vous voulez. Il s'agit de transformer une allocation, si vous voulez, qui n'est pas simplement donnée comme ça, en disant, essayez de participer. On peut participer près de chez soi, me semble-t-il. On n'est pas obligé de faire des kilomètres. Pas toujours évident, mais oui, c'est vrai. Il y a débat, il me semble que c'est pas infamant de demander à quelqu'un de dire t'as pas de travail, donc tu peux faire quelque chose pour la collectivité en attendant. Comme quand on a mis en place le RMI à l'époque, c'était vraiment ça en fait. L'affaire de l'essence est réelle. Oui, mais ça, bien sûr. Je vais vous raconter une anecdote après. Juste Lydia Guirousse et puis Emmanuel toujours. Non, mais sur le principe du RSA, c'est le revenu de solidarité active. Donc normalement, la contrepartie, c'est de rester actif dans sa formation, sa recherche de formation et sa recherche d'activité. Donc ils ne sont pas censés rester à rien faire sur le canapé. Mais moi, ça me choque pas qu'on demande des heures de bénévolat, ou en tout cas qu'on oblige ces personnes à se former pour pouvoir rentrer dans le marché du travail. Et puis parfois, c'est aussi l'occasion ça permet de garder un lien. À l'époque du RMI, où ça a fonctionné en fait un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait ça en fait. Et ça a permis à beaucoup de gens de ne pas partir entre guillemets à la dérive, de garder en fait un pied. Alors certes, c'était de l'emploi sous-payé, bien sûr, mais ça pouvait se transformer par la suite, quoi. C'est là-dessus qu'il faudra faire attention, c'est que ça ne devienne pas il faudra faire attention à ce que ça ne devienne pas des emplois sous-payés qui tirent les salaires vers le bas. Et sur McKinsey, moi, ce qui me semble dingue, c'est que souvent, quand vous regardez la composition des équipes de consultants, d'experts qui viennent de ces cabinets-là, McKinsey étant la Rolls des cabinets de conseil, c'est souvent d'anciens hauts fonctionnaires, d'anciens très hauts fonctionnaires. Donc on a les compétences en fait chez nos fonctionnaires qui sont extrêmement bien formés, qui sortent de grandes écoles pour pouvoir faire en interne ces expertises. Et puis c'est un phénomène, c'est une tendance depuis quelques années aussi bien sûr, finalement de s'installer comme consultant. Et d'ailleurs beaucoup de pouvoirs publics incitent et d'entreprises incitent aussi. Il y a une espèce de complexe dans la fonction publique où on pense que parce que c'est du privé, ça sera forcément plus pertinent et plus efficace, Emmanuel, alors qu'ils savent aussi bien faire. Emmanuel, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui. Alors, je vais répondre pour le RSA. Oui. Alors, je ne prône pas l'assistanat. Qu'on soit bien clair. Je ne prône absolument pas l'assistanat. Je suis en situation de handicap. Quand vous vous retrouvez en situation de handicap, par exemple, tel est mon cas, où on se retrouve complètement exclu de la société parce que du mi-temps thérapeutique, c'est introuvable, d'accord? Donc là, concrètement, comment vous allez, dire à ces personnes-là qui veulent travailler, elles veulent travailler, ces gens-là, ces personnes-là. Mais comment allez-vous leur faire travailler en leur disant oui, c'est pour ne pas vous désocialiser, d'accord? Mais comment vont-elles faire pour se rendre jusqu'à la formation pour les quelques heures? Moi, j'ai été TUC. Vous vous rappelez les TUC? On parle d'un sujet que je maîtrise. Les TUC, vous savez, en 89. J'ai commencé à travailler en 89. Vous n'êtes pas seul. J'ai travaillé comme TUC aussi. Exactement. Non, ça veut dire quoi? Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? Les TUC, c'est l'ancêtre du RMI. C'était des emplois aidés par M. Mitterrand qui avait lancé ça à l'époque. Et donc moi, je ramassais les pots de fleurs et les ossements dans les cimetières. Et ça permettait d'avoir des petits boulots en fait complémentaires, bien souvent. Mais ça ne m'a pas mis le pied à l'étrier. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse, vous savez, les 35 heures, c'était une belle utopie, mais qu'on puisse permettre aux gens de se former, mais réellement avec des moyens. Et quand on est en ville, on peut faire cela, mais tout le monde n'est pas en ville. La France n'est pas en ville. Il y a le télétravail aujourd'hui. Mais on peut se former sur certaines activités à distance. Il y a la fracture numérique. Sur certaines activités, pas toutes. Sur certaines activités, il y a des formations en ligne qui sont efficaces. Avec le télétravail, on ne peut pas en faire que du télétravail. Moi, je l'ai fait. Moi, j'en ai fait, vous savez, du télétravail. J'ai commencé, puisque je suis une personne en situation de handicap, je l'ai travaillé. Je faisais 4 heures de transport par jour et je faisais 8 correspondances par jour. Vous voyez, pour aller à Meudon-la-Forêt, de Paris Sud, pour aller à Paris
Sud faisait 8 correspondances par jour. Donc vous voyez, on peut pas dire que je sois quelqu'un qui aime l'assistanat. Mais quand on parle de ce sujet, pardonnez-moi, c'est trop facile de regarder le RSA parce que c'est les plus petits, mais à côté de cela, on oublie Bouygues, d'accord, Didier Casas, d'accord, on oublie que le groupe qui empêche, aujourd'hui Martin, qui empêche de parler des candidats, d'accord. Il aura donné quand même un peu la parole. Oui, mais quand même, un petit peu quand même, si vous me permettez, voilà. Mais quand on voit toutes ces affaires-là, voilà, et pour revenir à McKinsey, pardonnez-moi, j'insiste, c'est quand même de l'entre-soi et c'est quand même plutôt choquant. Moi, j'y étais chez Bouygues Télécom quand Didier Casas a donné sa démission pour pouvoir ensuite prétendre à la députation, d'accord. Il n'y a pas que lui. Parce que c'est ça. Vous voyez, et c'est pas pour de la dénonciation facile. C'est simplement. Je veux pas qu'on règle ses comptes comme ça. Non, du tout. Dites-moi, Emmanuel, puisqu'on parle de. Aujourd'hui, je suis porteur de projet. Vous voyez, je suis porteur de projet. J'ai été licencié en 2017 justement parce qu'on m'a pris quelque chose, peu importe. Mais vous voyez, au lieu de me désocialiser puisque je ne retrouve plus d'emploi, j'ai créé une activité qui permet notamment, vous voyez, les énergies renouvelables. Là. On met en avant les pompes à chaleur et autres choses, d'autres systèmes. Vous savez, on met en avant un produit qui s'appelle le chauffe-eau thermodynamique. Le chauffe-eau thermodynamique, en fait, on dit aux gens que c'est quelque chose qui est magnifique. Et en fait, vous l'installez quand il est neuf, il est génial, c'est vrai. Mais au bout d'un an et demi, 2 ans, le système devient plus énergivore, d'accord, que l'ancien système. Exactement. J'ai les preuves, je peux vous le montrer. Cela. Je vais vous appeler. J'ai déposé un brevet. J'ai déposé un brevet. Je me bats comme un fou. Vous voyez, pour pouvoir mettre en avant tout cela et démontrer que tout cela peut avoir des vraies conséquences, notamment pour nous, mais pour nos enfants. Merci mon cher Emmanuel. Et Emmanuel, je voulais vous dire, puisque vous parliez en fait de handicap, demain nous en parlerons. Nous recevrons en fait une association qui va interpeller les candidats. Il y a un grand oral demain matin à la maison de Radio France. Et nous sommes aussi partenaires. Et donc on verra avec Anthony qui sera avec nous demain matin pour savoir ce qu'il va demander en fait aux différents candidats. 12 millions de personnes touchées par le handicap et l'accession au travail. Et ensuite nous ferons un bilan jeudi matin. Allez, dans un instant, Éric Revel qui revient. Attention, géopolitique. Et l'anecdote, ce sera pour après. Restez avec nous, justement. Prenez un petit café, tout va bien. On revient. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et dans un instant, la suite des grands débats. En attendant, c'est Éric Revel. Sud Radio présidentielle 2022. Revel en campagne. Bonjour Éric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Oui, bonjour. La guerre qui fait rage en Ukraine, la population martyre, évidemment 10 millions de réfugiés, du sang, bien sûr, des morts, des victimes. Et en vérité, c'est tout l'équilibre géopolitique mondial qui risque d'être modifié. Qui va être modifié. On n'y prête pas encore garde, Patrick, parce que la guerre en Ukraine occupe évidemment tout l'espace médiatique et ravage, comme vous l'avez dit, la population de ce pays. Mais les bouleversements géopolitiques incalculables vont être considérables. Par exemple, le réarmement de la planète, le nouveau visage de l'OTAN, la question de l'indépendance stratégique de l'Europe, la place de la Chine face aux États-Unis, toutes ces problématiques, sans oublier l'Inde, mais aussi le sort des pays les plus pauvres, menacés d'émeutes de la faim depuis l'agression russe en Ukraine. Toutes ces problématiques vont être modifiées considérablement. Les équilibres géopolitiques planétaires vont changer. Est-ce que l'Europe va progresser en matière de défense commune et d'indépendance stratégique vis-à-vis de l'OTAN? Alors on va commencer par ce sujet. Vous avez peut-être noté que le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, pour sans doute des raisons tactiques, a salué la volonté d'Emmanuel Macron de tenter d'amorcer une Europe plus indépendante de la tutelle otanienne, donc américaine. L'Europe qui progresse, dit-on, par crise, ira-t-elle jusqu'à faire un pas de géant en direction d'une Europe de la défense, une Europe de la défense qui balbutie depuis le premier défilé le 14 juillet 1984 de l'Eurocorps, l'embryon d'armée européenne. Depuis, on a lancé le fameux A400M, l'Airbus de transport militaire, mais tout ça est un peu balbutiant et chaotique. Donc, une Europe de la défense face au ravage en Ukraine, à voir. Oui, c'est ça. Il y a la Chine aussi. Alors, parce que elle veut devenir la première puissance économique mondiale. Là, ses plans sont un peu contrecarrés, évidemment, par l'agression russe. Ça peut durer combien de temps, ça? Alors, rappelons-nous quand même que la Chine a été mise en garde par Washington, par Joe Biden, il y a quelques jours, sur son éventuelle aide à la Russie, implication dans le conflit. Évidemment, Washington n'en veut pas. Mais
combien de temps, effectivement, Pékin va-t-elle supporter que la Russie belligérante contrarie ses projets d'hégémonie mondiale économique avec ses nouvelles routes commerciales de la soie, qui passaient notamment par l'Ukraine? Oui, oui. Toute la stratégie économique chinoise, par la route, par le rail, mais aussi portuaire, par Odessa, par exemple, en Ukraine, s'en trouve modifiée. La Russie, en fait, c'est pas grand-chose face à la Chine, il ne faut pas l'oublier. 146 millions d'habitants d'un côté, 1,4 milliard de l'autre. Et puis la Chine possède la plus grande armée du monde, forte de plus de 2 millions de militaires d'actifs. Donc la Chine ne veut pas que la Russie l'empêche de développer ses routes de la soie et de briguer la première place économique mondiale. Oui, et puis il y a un autre point, c'est la menace d'un retour de la guerre froide entre finalement les deux blocs qui ne sont plus des blocs, mais les États-Unis et la Russie. Oui, alors guerre froide, certains experts parlent même de glaciation entre les États-Unis et la Russie. Ça va sans doute évidemment prendre le pas sur tous les multilatéralismes géopolitiques. Ce nouveau face-à-face russo-américain, comme à l'époque d'ailleurs de l'Union soviétique, ça redessinera les zones d'influence des superpuissances, sauf que au XXIe siècle, dans le jeu, dans le concert surarmé de la géopolitique mondiale, il y a aussi maintenant la Chine et l'Inde, par exemple. Oui, c'est ça. Et puis, que vont devenir les pays les plus pauvres? Ce qu'on a évoqué ce matin avec Lydia Guérousse, parce qu'ils sont menacés d'émeutes de la fin depuis que le grenier à blé ukrainien est menacé. Oui, alors bon, il y a la désorganisation totale en matière d'énergie pour les pays riches, mais il y a surtout, vous avez raison, avec cette guerre en Ukraine, la déstabilisation de l'approvisionnement en céréales des pays qui déjà sont en équilibre alimentaire instable. Quels seront les impacts des émeutes de la faim qu'on nous prédit? On verra, le pire n'est jamais certain, du réchauffement climatique sur les pouvoirs en place de ces pays pauvres, mais aussi sur les flux migratoires. Le bouleversement géopolitique, je vous l'ai dit en commençant, de cette guerre en Ukraine va être considérable et total. Vous vous souvenez sans doute qu'on s'était dit tous ensemble que la crise sanitaire de la Covid-19 laisserait la place au monde d'après, à un nouveau monde. En réalité, c'est sans doute et à coup sûr la guerre d'Ukraine qui va nous faire plonger dans un nouveau monde plus dangereux et plus incertain que jamais. Et bien voilà une chronique passionnante. Oui, merci Éric Revel pour cet éclairage. C'est vrai qu'il y a cette menace que vous évoquiez, donc d'émeutes potentielles avec autour de la famine. Enfin, j'exagère quand je dis en fait directement émeute. Je dis mais de risque d'abord de famine dans certains pays. L'Ukraine, pareil, l'Ukraine qui fournit la Tunisie qui fournit beaucoup l'Égypte, quoi. Voilà, c'est ça. Le Maroc, bien sûr, avec des prix qui vont flamber, une pénurie de blé. Donc de farine, de semoule. À la veille du Ramadan, c'est quand même un moment assez tendu traditionnellement. Donc il peut y avoir effectivement des émeutes de la faim qui vont générer une déstabilisation politique, avec pour conséquence évidemment des vagues migratoires. Comment cela va impacter notre pays, comment ça va être reçu par la population française, comment on va réussir à gérer, ça va être quand même des enjeux qui vont être majeurs dans les mois et les années à venir. Et c'est pour ça que ce matin, Sandrine Rousseau, qui était en fait à ce micro Sud Radio, je lui ai parlé de cette attaque d'un train en Bretagne, etc. Elle dit, oui, mais alors elle dit, c'est son raisonnement, elle dit, elle ne condamne pas, elle dit, ils ont eu raison, parce que évidemment, c'est du blé pour les animaux, et ce blé, on devrait plutôt en fait l'envoyer à des populations qui en ont besoin, plutôt que de l'envoyer pour des animaux. Il faut arrêter en fait avec... de nourrir les animaux. Moi, j'étais révolté parce que j'ai entendu de la part de Sandrine Rousseau. Elle devrait savoir que les gens ne mangent pas que des pop-corn ou de la farine, non plus, y compris dans les pays pauvres. Enfin, c'est quoi ces agissements de bobos, de rébellion, extinction, là, je ne sais plus comment ils s'appellent. Extinction Rébellion. Bon, je l'avais dans le désordre. Qui ouvrent des wagons de train pour foutre du blé en l'air alors qu'on sait qu'on va en manquer. Mais enfin, c'est absolument n'importe quoi. Et elle justifie ça. Non, mais enfin. Elle le justifie, donc vous avez vu pourquoi. Parce qu'en disant, non, mais parce que c'est. Alors, elle est contre la souffrance animale. Alors, si on n'y aurait plus les animaux, ils ne souffrent pas. Mais enfin, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, Yannick Jadot a condamné, sans ambiguïté. Elle s'est distinguée d'Yannick Jadot. Justement, elle a dit, comme souvent, bien sûr. Comme souvent, en prenant le mauvais chemin, d'ailleurs. C'est une action qui est totalement scandaleuse. Elisabeth Lévy.
Oui, moi, je voudrais juste, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est scandaleux, c'est évidemment une image très choquante avec ce que Lydia nous a dit ce matin, quand on met les deux, si vous voulez, côte à côte, on a quand même le cœur soulevé. En revanche, il me semble que le combat contre les fermes usines, les fermes des 1000 vaches, etc., est un juste combat. Ça veut pas, c'est une très mauvaise manière de le mener, si vous voulez, mais cet élevage-là, c'est tout à fait dégoûtant, à la fois en termes de souffrance animale, de qualité, de vie même des paysans, parce que les paysans, ils aiment pas ça non plus, si vous voulez, ils aiment leurs bêtes, ils aiment les... Donc, il y a quand même là, me semble-t-il, un combat qu'on ne doit pas... Leurs moyens sont absolument abjects, mais ce combat-là, on ne doit pas complètement le ridiculiser. Mais il est éclipsé par le mode opératoire, par oui, bien sûr, je suis d'accord, c'est ça qui est dommage. Oui, mais je suis d'accord. Oui, c'est vrai, mais alors, après, il faut faire attention parce que le modèle simplement du petit agriculteur, du petit paysan en fait dans son coin, bah, c'est compliqué aussi parce que eux-mêmes ils ont du mal, ils ont du mal aussi à s'en sortir, bien sûr, même s'ils font. Et puis c'est pour ça qu'il faut tendre vers ça. Bah, je ne sais pas comment vous. La ferme des 1000 vaches, c'est pas possible, Patrick. Écoutez, quand vous voyez ça, vous vous dites il vaut mieux manger moins de viande. Oui, peut-être. Et pourtant, je vous assure que je suis une carnivore. Vraiment. Peut-être, mais c'est sûr. Mais bon, écoutez, quand vous construisez des voitures, vous n'allez pas dire bon, on va faire simplement un petit garage et pas en construire en fait aussi des tonnes de voitures pour être concurrentiel sur le marché. C'est aussi ça derrière, même enfin, si c'est quand même c'est pas la même chose de travailler avec des êtres vivants et de fabriquer des bagnoles. Alors non, mais on est d'accord. Sauf que c'est une production en fait aussi essentielle, quoi. Et évidemment, si on n'encourage pas non plus en fait à l'agriculture, bah, vous aurez du mal aussi à nourrir et vous perdrez en fait une indépendance et une souveraineté alimentaire. Et ça, c'est en jeu. Il faut pas oublier ça quand même. Il faut pas tirer d'un trait en fait tout ça, quoi. Éric Revel, non ? Oui, non, mais il y a des problèmes évidemment d'agriculture dans notre pays et ailleurs. Mais pardon, on ne peut être que révolté, quelles que soient les justifications, quand on voit du blé par terre alors qu'on parle des meutes de la faim. On est tous de toute manière, on ne peut qu'être révolté. Et c'est vrai que quand j'ai entendu à votre micro, Patrick, Sandrine Rousseau justifier ce type d'agissement, mais j'étais dans ma voiture, j'étais donc assis. Vous avez eu un accident. Mais je me suis dit, mais c'est absolument impossible. Mais comment est-ce qu'elle peut dire un truc comme ça ? Parce qu'encore une fois, il y a ce blé, il allait nourrir des animaux, bon, très bien, mais il y avait peut-être aussi, j'en sais rien, il n'en savait rien, ce jeune gauchiste révolté. Il y avait peut-être du blé aussi qui allait ailleurs pour d'autres. Et on fout tout ça par terre et on dit, nous sommes des révolutionnaires et nous foutons le blé par terre. Ça vous fait réagir, tous ces sujets. Moi, ça m'a mis en colère. L'Ukraine également, l'affaire McKinsey, on en a déjà beaucoup parlé tout à l'heure. En tout cas, vous pouvez réagir 0826 300 300. Dans un instant, vous êtes avec nous sur Sud Radio. Vous avez la parole avant de parler de l'hôpital aussi tout à l'heure, de 9h30 à 10h. Avec dans Mathias La Vérité Vargon. en face. Restez avec nous, 0826 300 300. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h18 ce matin. Nos éditorialistes du jour, Lydia Guérousse, Elisabeth Lévy, Éric Revel. Vos appels 0826 300 300 avec Christian qui nous appelle de Vincennes. Bonjour Christian. Bonjour bienvenue. Christian. Oui, bonjour. Bonjour Christian. Qu'est-ce qui vous fait réagir, vous ? Alors, à propos de l'Ukraine, je voudrais juste faire un petit rappel historique. Il ne s'agit pas pour moi de donner une leçon de morale, mais juste un rappel historique. Ce que M. Poutine fait à l'Ukraine, c'est ce que les États-Unis ont fait au Mexique au cours de la guerre américano-mexicaine de 1846-1848. Ça s'appelait la destinée manifeste, où, pour justifier la conquête de l'Ouest, les Américains se sont appropriés le Texas, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Nevada, l'Utah, une partie du Wyoming et la Californie. Donc ce serait peut-être intéressant que les États-Unis, qui donnent des leçons, mais je n'approuve pas Poutine pour autant, se rappellent que la construction de leur pays s'est faite sur de multiples conquêtes. Alors c'est vrai, Christian, sauf que bon, c'était quand même en 1846-1850, ça. On est en 2022, donc ce que je veux dire, c'est que il y a peut-être pas si longtemps que ça. Alors évidemment, il y a le sempiternel raisonnement qui consiste, et vous avez raison de le dire, à dire que
c'était pas la même époque, c'était pas le même contexte. C'est vrai. Malgré tout, les États-Unis se sont construits sur des conquêtes de territoires qui ne leur appartenaient pas au départ. Mais Christian, c'est vrai, Éric Revel, sans doute, qui est tout à l'heure, qui nous a fait un excellent édito géopolitique, va pouvoir en rajouter, mais c'est vrai que tous les territoires se sont faits par des conquêtes ou des défenses en fait de terrain, de territoire. Mais on oublie totalement, et vous avez raison, toutes ces guerres historiques, mais il y en a une autre beaucoup plus proche de nous, qui ressemble d'ailleurs furieusement à ce que sont en train de faire les Russes en Ukraine. C'est la guerre russo-finlandaise de novembre 39 à mars 1940, qui a duré donc 4 mois, à l'époque où l'Union soviétique de Staline essaie d'envahir la Finlande, avec une résistance acharnée des Finlandais. Voilà pourquoi je fais un parallèle, moi aussi, parce qu'il ne faut pas oublier cette parenthèse. Vous avez parlé des États-Unis, on pourrait parler des États-Unis aussi en Irak et au Mexique, mais cette guerre russo-finlandaise à l'époque où Staline essaie de mettre la main sur la Finlande, qui durera 4 mois, avec des morts, avec une résistance acharnée des patriotes finlandais, c'est aussi un vecteur et un exemple fort de l'expansionnisme soviétique. On n'oublie pas pour autant l'expansionnisme américain. En plus, il faut quand même... Il faut ajouter 2 choses. D'abord, c'est que cette guerre s'est soldée par la finlandisation de la Finlande, en quelque sorte. En tous les cas, ça a été une étape. Et on va peut-être assister à la finlandisation de l'Ukraine, c'est-à-dire à la neutralisation. L'autre chose, justement, c'est que, bien sûr, je conteste pas du tout ce que dit notre auditeur. Malgré tout, il y a aujourd'hui dans les pays, dans les anciens pays du bloc de l'Est, une mémoire assez vive. Moi, je suis toujours frappé quand j'entends les Russes nous parler de leur humiliation. Mais que de peuples ont été humiliés pendant ces 70 ans de communisme. Si vous voulez, les Polonais, les Roumains, tous les autres, les Tchèques. Si vous voulez, je suis pas sûr. S'ils ont voulu rentrer dans l'OTAN, pour une partie d'entre eux, c'est pas parce qu'ils avaient de merveilleux souvenirs des soviétiques. Christian, donc il y a encore des gens vivants de ça. C'est ça que je voulais mettre en exergue. Oui, mais alors à ce moment-là, je me permettrais juste de rappeler ce que j'avais dit sur votre antenne lors de mon intervention du 28 février. Je pense que nous vivons une crise des missiles de Cuba, mais à l'envers. À l'envers, oui, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai aussi. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Russes s'étaient retirés de Cuba, mais avec la contrepartie que les Américains devaient retirer des missiles Jupiter en Turquie. Ce qui s'est passé là, cette fois, c'est que, je pense qu'il y a eu une surenchère entre eux, entre Biden et Poutine, et que ils n'arrivent plus. En fait, il y a eu en fait une rupture de la confiance totale entre eux, et qu'on en est arrivé à ce niveau. Alors là, j'ai cru comprendre qu'à partir peut-être d'aujourd'hui, il pourrait y avoir des pourparlers sur une partition justement de l'Ukraine, avec la partie du Donbass, avec Mariupol, qui pourrait, c'est ce qu'a dit le président ukrainien Zelensky. On va suivre ça, parce que c'est vrai qu'il faudrait mettre un terme le plus vite possible à cette guerre. 10 millions de personnes en fait sur les routes, déplacées, des enfants qui sont tués. La guerre, c'est sale. Il y a des victimes. C'est terrible, quoi, bien sûr. Donc plus toutes les conséquences, les menaces de déstabilisation géopolitique sur l'ensemble en fait de la planète. Et ça, je pense que il faut quand même, évidemment, on en a pris conscience, mais il faut qu'il y ait une accélération du côté de la diplomatie dans les jours qui viennent. Je ne sais pas si c'est véritablement possible, parce que c'est compliqué. Par exemple, les Nations Unies ne peuvent pas intervenir parce qu'il y a forcément le veto. Ce qui est compliqué aussi, Patrick Roger, pardonnez-moi, c'est cette espèce, à mon sens, c'est mon analyse, à vaut ce qu'elle vaut, de double langage de Zelensky. C'est-à-dire que d'un côté, devant la Knesset israélienne, il explique que Poutine est en train de se livrer. Alors, il n'a pas parlé de solution finale, mais il a parlé de solution définitive. En faisant un parallèle évidemment outrancier entre la Shoah et ce qui se passe en Ukraine, même si c'est monstrueux. Et en même temps, donc il traite finalement Poutine d'Hitler. Et en même temps, il veut discuter et il veut rencontrer Poutine. Mais comment est-ce que Poutine peut accepter de rencontrer en ce moment là, sur ces bases-là, Zelensky, alors qu'il l'insulte et qu'il le taxe quand même de mots ultra forts. Elisabeth Lévy.
j'ajoute juste que dans ce discours, il a quand même eu le culot de dire, là je dois avouer que mes bras m'en sont tombés, que les Ukrainiens avaient sauvé les Juifs pendant la guerre. Voilà. Or, pardon, il y a quand même eu, chez les Ukrainiens, il y avait un antisémitisme qui était préexistant d'ailleurs au nazisme, et une bonne partie des Ukrainiens, au contraire, prêtaient main forte, enfin une partie en tous les cas, non négligeable, ont prêté main forte aux Allemands. Alors la réécriture de l'histoire, je dois dire, c'est un peu fort de café. D'ailleurs, ça a suscité une émotion en Israël lorsqu'il a fait ce parallèle et cette instrumentalisation d'une certaine manière d'une partie de l'histoire et ce parallèle avec la Shoah. Je crois qu'en Israël, il y a vraiment eu une très vive émotion et commence à regarder avec un autre œil Zelensky. Aux États-Unis, il a fait le parallèle avec Pearl Harbor. Je trouve qu'il a une expression qui est parfois un peu pas à la hauteur, parce qu'il a tendance à culpabiliser en fait les assemblées face auxquelles il s'exprime. Et donc demain, comme il va s'adresser aux parlementaires français de l'Assemblée nationale, peut-être qu'il va nous faire le coup. Vous êtes tous des résistants, en oubliant qu'il y a eu aussi les résistants de la dernière heure. Mais à chaque fois, quand il prend la parole, et c'est normal, il défend son pays. En fait, ici, d'une certaine manière, et c'est vrai qu'il a quand même tendance à reprendre des faits historiques, parfois à les légèrement manipuler pour essayer de plaire aux gens auxquels il s'adresse aussi. Et ça, je ne suis pas sûr que ça soit gagnant pour lui. En tous les cas, le retour de Hitler dans cette guerre, si vous voulez, invoqué par la dénazification, invoqué par l'un, la Shoah invoquée par l'autre, c'est assez saisissant. Hein, c'est vrai. La lueur d'espoir, c'est qu'il renonce à rejoindre l'OTAN, puisqu'il a dit que l'OTAN ne voulait pas d'eux, et puis peut-être un référendum, j'ai lu ce matin, sur le Donbass. Sur le Donbass, pour qu'il y ait effectivement une partition. Et d'autant que dans le même temps, Eric, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a ce retour de la guerre froide, puisque après les propos de Joe Biden, qui a donc qualifié Vladimir Poutine de criminel de guerre, au Kremlin, on a réagi en disant que c'était une déclaration supplémentaire pour évidemment rompre le dialogue, et ça c'est une menace en fait de nouveau, parce que évidemment il y aura beaucoup de tergiversations autour de cela, de prise de décision, de menaces, de défiance en fait totale quoi, entre à la fois les Américains et les Russes, et puis les gens qui seront alliés ou pas alliés. Merci. Un mot peut-être aussi quand même avant de passer à notre sujet sur l'hôpital dans un instant, un mot sur la mort d'Ivan Colonna hier soir, des suites de son agression. Et bon, il y a des appels à manifester encore ce matin des jeunes devant les lycées. Il y a eu ces soirées d'émeutes. Bon, il y a eu ce premier pas vers de l'autonomie annoncé l'autre jour par le gouvernement. Sandrine Rousseau, encore une fois, qui était notre invitée ce matin, elle dit oui, c'est peut-être bien en fait cette solution d'aller vers un statut d'autonomie conforté probablement. En revanche, il devrait y avoir une discussion au Parlement. Ça ne peut pas se faire en fait comme ça directement. Éric Revel, Lydia Guirous et Elisabeth Lévy. Oui, il faut une discussion au Parlement. Non, ce qui me choque juste, moi, c'est la concomitance entre l'agression sur Colonna qui a entraîné sa mort, alors qu'il était quand même catalogué dans les individus particulièrement suivis en prison. Comment on a pu laisser faire ça? Pendant les 8 minutes. Ce qui me choque, c'est ça. C'est ça. Et puis c'est le moment saisi par le gouvernement et Emmanuel Macron pour aller proposer l'autonomie à la Corse. Je trouve que c'est quand même un acte de faiblesse, pardonnez-moi, mais absolument incalculable. Et puis l'idée aussi qu'il enjambe la présidentielle en disant, en gros, si vous voulez l'autonomie, réalisez-moi en Corse. Non, c'est vrai que le calendrier peut surprendre. Moi, je suis toujours très réservée sur la question de l'autonomie. Il faudra qu'il y ait un débat important. Et puis surtout, je trouve qu'on a tendance à oublier qu'Ivan Colonna est quand même quelqu'un qui a assassiné un préfet. Et il est important de le rappeler. C'était Claude Érignac, donc ça reste quand même un terroriste. Elisabeth Lévy. C'est d'ailleurs tout à fait d'accord et avec l'un et avec l'autre sur le calendrier, sur la sanctification scandaleuse d'Ivan Colonna. C'est d'ailleurs en quelque sorte étrange, parce que c'est une nouvelle victime du terrorisme. C'est bien un attentat terroriste dans une
une prison française, qui lui-même a été condamné pour terrorisme. À part ça, il était en mort cérébrale déjà, donc la réalité c'est que c'est pas... Non mais moi je voudrais juste ajouter une chose sur l'autonomie, parce que tout le monde dit, ah bah oui, l'État garde le régalien et puis la collectivité garde le reste. Ah bon, donc on va laisser les Corses s'occuper d'éducation. C'est eux qui vont décider des programmes scolaires, si vous voulez, qui vont être appliqués en Corse. Bah, excusez-moi, ça me paraît être... Non mais surtout, Elisabeth, c'est un jeu de dupes, parce que si vous assurez les fonctions régaliennes en Corse, ça veut dire que c'est l'État français qui paye, et que toute la fiscalité va dans les poches du gouvernement autonome. Donc en fait, vous ne payez pas et vous encaissez. Surtout, je crois qu'on l'a tous dit, on le pense tous, le calendrier est parfaitement scandaleux. Si vous voulez, c'est vraiment... Non mais écoutez, excusez-moi, quand des gens sont en train de faire des émeutes dans la rue... aussi. Non mais franchement... Oui, et puis il y a ce sujet, évidemment, des détenus terroristes aussi en prison et de leur surveillance. Je vous renvoie d'ailleurs à ce sujet, à un excellent papier, une excellente enquête ce matin dans le Figaro. Ils sont 60 à 80 qui s'apprêtent à finir leur peine. C'est un défi de surveillance et de suivi. Alors là, ce ne sera plus à l'intérieur des prisons, mais tout de même un défi de surveillance et de suivi pour les autorités judiciaires et administratives, avec cette menace, entre guillemets, des sortants de prison. Allez, dans un instant, merci à tous, et au 0826 300 300. Vous pouvez d'ailleurs continuer de réagir sur notre prochain sujet jusqu'à 9h. Ah oui, le prochain pas facile à dire. Prochain sujet. Dites-le aussi. On le répète 10 fois. Allez, prochain sujet. Voilà. On est fatigué, on est là depuis quand même, réveillé depuis 4h30 ce matin. Ce sera avec Mathias Vargon, chef des services d'urgence et du SMUR de l'hôpital de La Fontaine, avec ce livre Hôpital, un chef-d'œuvre en péril. On va revenir après 2 ans de crise sur l'hôpital qui attend des réformes de fond. Vous voulez en parler, 0826 300 300. Quelles seraient pour vous les réformes? Est-ce que vous voulez en parler? On vous attend au standard, bien entendu. À tout de suite.